Que se passe-t-il en France? Hier, à l'Assemblée nationale, le gouvernement, Macron-Barnier est tombé. Il est tombé d'une manière particulière, à travers l'alliance des deux groupes les plus opposés de l'Assemblée nationale. D'une part, le nouveau Front populaire qui avait introduit une motion de censure contre le gouvernement Barnier, et de l'autre côté, le Rassemblement national. Ces deux forces, unies en cette circonstance, avec 333 votes, ont fait tomber sans coup férir le gouvernement Barnier-Macron. Je voudrais d'abord commencer par vous demander de vous souvenir que je vous avais dit que cela allait arriver. Et je l'ai dit depuis le mois de juillet 2024, lorsque le président Emmanuel Macron a imposé à la tête de la France un gouvernement qui n'était pas issu de la première force issue des urnes du mois de juillet 2024. Au mois de juillet 2020, l'alliance politique qui est arrivée en tête des législatives s'appelle le Nouveau Front populaire. Conformément à la tradition démocratique française, M. Emmanuel Macron, président de la République, devait désigner le Premier ministre proposé par le Nouveau Front populaire, et c'est ce Premier ministre qui devait composer le gouvernement. Mais, violant les règles de la démocratie, procédant littéralement à un coup d'État constitutionnel, le président Emmanuel Macron est allé désigner comme Premier ministre, après pratiquement 3 mois d'atermoiement, il est allé désigner comme Premier ministre, un membre de la 4e force politique issue des urnes, les Républicains, Michel Barnier. Vous êtes mes témoins. J'avais dit ceci. 1. Que le gouvernement Barnier-Macron tombera, et que 2. Par la suite sera exigée la démission du président Emmanuel. Et je vais expliquer pourquoi je savais que ce gouvernement tomberait, et pourquoi déjà je savais que le président Emmanuel Macron serait appelé à démission. Je savais que ce gouvernement tomberait parce que le pays tout entier en France avait reçu 5 sur 5 l'information suivante. Les principes démocratiques ne guident plus la République. La République est devenue de facto une monarchie, assumée et affichée, où, malgré le choix des urnes, se fait toujours la volonté du César, la volonté d'Emmanuel Macron. 2. Le fait qu'il ait décidé d'imposer sa volonté à lui tout seul, contre celle générale du peuple français, l'exposait à prendre des décisions qui le rendraient encore plus impopulaire. Depuis que M. Barnier est arrivé au pouvoir, il n'a fait que prendre des décisions qui ont encore plus isolé Emmanuel Macron du peuple français. Des décisions en faveur des plus riches, des décisions qui ont conduit à l'augmentation massive des impôts de la classe moyenne, des décisions qui ont conduit à la fragilisation massive de la classe ouvrière, notamment de l'agriculture, qui est pourtant l'un des poumons de la France. Et depuis lors, sur le plan de la diplomatie, le président Macron n'a fait qu'accumuler des tuiles. Voilà comment, coup sur coup, il se retrouve dans la situation de devoir retirer les troupes françaises et du Tchad et du Sénégal. Qui l'eût cru? Tout cela s'est passé dans un mouchoir d'à peine 6 mois. On a ensuite observé également sur le plan international la dégringolade de la diplomatie française, discréditée dans le conflit russo-ukrainien, discréditée dans le conflit entre Israël et le peuple palestinien, discréditée dans le conflit libano-israélien, discréditée dans le conflit sino-américain, discrédité dans ses propres départements et territoires d'outre-mer, non seulement en Kanaki, d'un côté, la Nouvelle-Calédonie, mais également dans les Antilles, avec la crise martiniquaise, la crise guadeloupéenne, qui continue de couver à l'instant où nous parlons. J'avais dit une 3e raison pour laquelle il me paraissait évident que ce gouvernement allait tomber, c'est que ce gouvernement pratiquait, pour faire valider ses décisions, un césarisme constitutionnel incroyable. La loi des finances, qui est une loi fondamentale de la République française, ne peut pas être votée sans avoir obtenu le plus large consensus des représentants du peuple français. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Le Premier ministre Michel Barnier s'est levé, a élaboré un budget incompatible avec les intérêts des plus larges couches de la population française, mais compatible avec les exigences de l'oligarchie financière qui dirige l'Union européenne. Monsieur Barnier s'est présenté avec ce budget devant l'Assemblée nationale française, et sachant qu'il ne pouvait pas disposer de la majorité des députés, Michel Barnier a utilisé l'article le plus utilisé par les gouvernements Macron depuis qu'Emmanuel Macron est président, à savoir l'article 49.3 de la Constitution française. Un article qui a été utilisé pratiquement 23 fois par la première ministre de Macron, Elisabeth Borne, pour gouverner. Cet article-là, Barnier, à peine arrivé à la tête du gouvernement français, s'est précipité pour s'en emparer et a tenté d'imposer
au peuple français tout entier un budget qui n'est que l'expression de la volonté d'un individu, le président de la République Emmanuel. Donc, à partir de cet instant, il avait donné le bâton avec lequel il devait être battu. Et ce bâton n'a pas manqué de fonctionner, puisque le nouveau Front populaire rassemblé et le Rassemblement national l'ont. Mais il y a une cinquième raison pour laquelle M. Macron se retrouve littéralement aujourd'hui abandonné. C'est que Emmanuel Macron, lors de sa première élection en 2017 et lors de sa deuxième élection en 2022, a utilisé systématiquement au deuxième tour l'argument qu'il fallait protéger la République française de l'arrivée de la droite extrême ou de l'extrême droite au pouvoir. C'est le fameux argument du Front républicain. Autrement dit, comme depuis 2002, chaque fois qu'on arrive au second tour, les Françaises et les Français sont appelés à voter tout sauf le Front national. Parce qu'en raison des liens entre le Front national et l'histoire du fascisme et du nazisme en Europe, eh bien, il avait été écrit, mais d'une loi non écrite, d'une loi implicite à tous les esprits, qu'il faudrait toujours systématiquement, lorsqu'on arriverait au deuxième tour d'une élection présidentielle, choisir le candidat républicain contre le candidat de l'ancien Front national devenu Rassemblement national. Écoutez-moi bien, parce qu'il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé, on comprenne vraiment ce qui s'est passé ici. En 2002, c'est comme ça que Chirac bat Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, en passant pratiquement avec 82% des voix. C'est comme cela que c'est comme cela que Emmanuel Macron en 2017 va battre Marine Le Pen. Dès le deuxième tour, tout le monde se regroupe derrière Emmanuel Macron, sauf des hommes lucides comme moi qui sont restés tranquillement chez eux, refusant de choisir entre la peste et le choléra. En 2022, Emmanuel Macron fait la même chose. Il est en difficulté parce que son avance au premier tour est très faible. Au second tour, chantage généralisé contre le peuple français. Oh, surtout pas voter le Front national. Attention, attention au Rassemblement national. Macron écrase de cette façon-là Marine Le Pen au second tour. Or, qu'est-ce que Macron a fait? Quand il est arrivé, battu aux élections législatives, après avoir été battu aux européennes par le Rassemblement national et battu maintenant aux législatives en 2024 par le nouveau Front populaire, qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a fait? Il s'est appuyé sur Madame Le Pen pour imposer un premier ministre issu du parti de droite Les Républicains, Michel Barnier. C'est-à-dire que c'est Emmanuel Macron qui est allé chercher le premier les voix de l'extrême droite pour gouverner la France. Mais ce qu'il ne voyait pas, c'est que par là même, en traversant la fameuse ligne rouge du Front républicain, Emmanuel Macron avait donné le pouvoir à tout le monde de s'allier à volonté avec le Rassemblement national en fonction de ses intérêts. Ce qui était inconcevable en France entre 2002 et le mois de juillet 2024, l'idée d'une alliance ou même d'un vote convergent entre l'extrême droite et la gauche extrême ou la gauche radicale, eh bien c'est Emmanuel Macron qui a rendu possible ce rapprochement des contraires. Pourquoi? Parce que lui, il est allé s'entendre avec Marine Le Pen pour imposer contre Lucie Castex, qui avait été proposée par le nouveau Front populaire, et pour imposer Michel Barnier. Emmanuel Macron a fabriqué le bâton avec lequel il est battu. C'est lui qui a détruit solennellement, officiellement et définitivement le fameux Front républicain. Je dois dire que je n'ai jamais cru moi-même en ce Front républicain. Parce qu'en tant que critique du néocolonialisme français, je sais que c'est une pathologie qui est présente dans toutes les familles politiques françaises, de la gauche vers la droite. C'est une société qui n'a pas encore été libérée des préjugés racistes, des préjugés colonialistes, des préjugés néocolonialistes et impérialistes de toute l'élite politique pratiquement française précédente. Il s'ensuit que, quand en France, on veut présenter le parti de Marine Le Pen comme le parti raciste par excellence, c'est un peu parce qu'on a oublié que de la droite à la gauche de gouvernement, eh bien, des dispositifs, des pratiques et des propos racistes, on en a trouvé à foison. N'est-ce pas, M. Hollande, président issu du Parti socialiste, qui a tenté de proposer la déchéance prioritaire de la nationalité française des citoyennes et citoyens français issus de l'immigration africaine et maghrébine? N'est-ce pas, Hollande? Est-ce que sous les gouvernements de droite ou de gauche, les centres de rétention et d'expulsion des Africains ont cessé d'être remplis? N'est-ce pas Bruno Retailleau, l'actuel ministre de l'Intérieur sortant, et son prédécesseur, Moussa Gérald Darmanin, pourtant lui, Moussa, descendant d'Algériens, qui ont battu les records dans la traque de l'immigré d'origine maghrébine, d'origine africaine? Quand on regarde les politiques de droite et de gauche qui ont été tenues envers l'Afrique, quelle différence entre Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Hollande, Bruno Retailleau, Moussa Gérald Darmanin? Aucune différence dans le fond. Les seules différences qu'il y a entre tous ces gens-là, c'est qu'ils habillent leurs intentions de propos formulés différemment. Ce sont des différences purement cosmétiques. Dans le fond, on a toujours eu affaire, eh bien, au même paternalisme, à la même condescendance, au même néocolonialisme, au même impérialisme et au même crypto ou décrypto-racisme. Voilà pourquoi, personnellement, je n'ai jamais voté pour Emmanuel Macron.
ni au premier ni au deuxième tour. En tant que citoyen français, chaque fois que j'ai vu le bulletin de vote de ce monsieur ou celui de Madame Le Pen, je suis resté chez moi. Du coup, je suis très à l'aise pour vous parler de ce sujet parce que j'ai été discipliné dans cette affaire. Je n'ai jamais donné une voix à Macron. Et chaque fois qu'il a appelé à son soi-disant front républicain, je suis resté chez moi. Car je n'ai jamais cru que ce monsieur-là respecterait la République. Vous avez la preuve. Donc, en fait, si aujourd'hui le gouvernement Barnier-Macron est dans l'eau, c'est parce que Emmanuel Macron a mis fin à la traditionnelle limite qui était opposable, la limite du Front républicain contre le Rassemblement national. Désormais, pour le dire d'une formule ivoirienne, en politique française, tout est mélangé. Tout est mélangé. Nous sommes maintenant dans le cafouillage, le capharnaüm. La politique française est dans la phase de Armageddon. C'est la grande bataille où tous les coups sont permis. Cela ressemble à l'absolu de Schelling, dont Hegel disait que c'est une nuit où toutes les vaches sont noires. Toute la politique française est désormais une immense nuit des longs couteaux. Ça frappe de partout et dans toutes les positions. C'est sauf qui peut. Chacun s'assoit, Dieu le peut. Voilà la situation provoquée par la politique opportuniste du président Emmanuel Macron. Voilà la situation qu'il a provoquée. Alors, votre serviteur ici présent vous avez prévenu. J'aimerais que vous confirmiez que je vous avais dit que Barnier tomberait et que le mot d'ordre qu'on retrouverait dans la quasi-totalité des bouches politiques en France, ce serait le mot d'ordre de destitution ou de démission d'Emmanuel Macron. Je l'avais dit ou pas? Maintenant, je vais vous parler de ce qui, de mon point de vue, va se passer. Nous sommes le 5 décembre 2024 et j'aimerais que vous vous souveniez quand plus tard on se retrouvera ici pour faire une émission et que vous vous souveniez de mes prévisions. Premièrement, ce soir-là, le président Emmanuel Macron va annoncer la nomination d'un nouveau Premier ministre. Ce sera soit M. Sébastien Lecornu, soit M. Bayrou, soit le pseudo-socialiste Bernard Cazeneuve. Ce sont les trois noms qui reviennent. Mais quel que soit le Premier ministre que le président Macron va choisir ce soir et le gouvernement qui va en sortir, je vous informe que ce Premier ministre et ce gouvernement seront censurés et ils vont tomber. Je recommence. Premier élément. Le gouvernement qui sera issu de la décision du président Emmanuel Macron aujourd'hui, ce gouvernement va tomber comme celui de Barnier. Ça, c'est le premier point. Il va tomber, pourquoi? Parce que le gouvernement qui arrive sera plus fragile encore que celui de Barnier. Je vais vous dire pourquoi il sera plus fragile. Il sera plus fragile parce que la crise financière, économique et politique dans laquelle la France est plongée est en train de s'aggraver. Et pourquoi est-elle en train de s'aggraver? Parce que la mamelle, la vache à lait de l'État français est en train de lui enlever ses tétons de la bouche. Quelle est la vache à lait de l'État français qui est en train de fermer les robinets? Ce qui explique la raréfaction et la crise budgétaire que nous observons en France. Quelle est la vache à lait de l'État français? Il y a quelqu'un qui vous donne une réponse très claire et qui vous permet de comprendre pourquoi on entre en France dans une phase de convulsion. Cette phase de convulsion va s'aggraver parce que la vache à lait de l'État français va encore serrer davantage les robinets. Et je vais vous donner quelques faits qui se sont déroulés ces derniers jours, qui vous prouvent que 2025 sera une année très difficile sur le plan financier. Depuis des siècles. Non, Monsieur Chirac. Il faut savoir d'où vient la crise. On oublie seulement une chose. Oui. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens. Oui. Je ne dis pas de générosité. Oui. De bon sens. Le rappel sauve l'âme. De justice. Oui. Pour rendre aux Africains. Oui. Je dirais ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Merci, M. Chirac. Donc, à partir du raisonnement de M. Chirac, on peut faire le raisonnement suivant. Puisque l'Afrique est la source de l'essentiel des bénéfices de la puissance française. Or, l'Afrique aujourd'hui est en révolte. L'Afrique est en train de fermer toutes les vannes d'approvisionnement gratuit de l'économie française, qui datent de la période négrière, de la période coloniale, et qui ont traversé la période néocoloniale. Il s'ensuit que la crise économique et financière française va s'aggraver. Les fameuses convulsions dont parlait le président Jacques Chirac, ce sont elles qui sont en cours. Et je vais vous donner des exemples. Premièrement, l'approvisionnement de la France en minéraux, en matières premières africaines, est en train d'être rétréci comme peau de chagrin, ce qui va entraîner une crise industrielle. À partir du moment où vous n'avez plus accès à l'uranium, accès à l'or, accès au pétrole, accès au gaz, accès au cobalt, accès à l'aluminium, accès au manganèse, accès au lithium, à partir du moment où vous ne pouvez plus prendre le cuivre, le fer en Afrique, à partir du moment où vous ne pouvez plus prendre du bois
en Afrique, vous n'avez pas de quoi faire fonctionner l'outil industriel français. Et dans la mesure où cela s'aggrave, les entreprises multinationales sont obligées de licencier leur personnel. Et dans la mesure où il y a des licenciements massifs qui arrivent en 2025, la rue française sera prise par un peuple en colère. Une immense révolte socio-économique va balayer le régime Macron. Écrivez ça. Ça s'appelle une déduction logique. À partir du constat d'un connaisseur de la France, l'ancien président doublement élu de la République française, Jacques Chirac. Un exemple encore plus concret. Hier, les médias français nous ont informé du fait que les autorités nigériennes ont décidé de nationaliser l'outil industriel de l'entreprise multinationale française Orano sur le sol nigérien. Ce qui veut dire qu'à partir d'hier, 4 décembre 2024, la totalité des usines construites par Orano sur le sol nigérien appartient désormais au peuple nigérien et est géré par l'État nigérien avec les partenaires de son. Je vous rappelle que sur les 4 premiers mois, lorsque cette décision a été prise, le groupe Orano a fait état de la perte sèche de près de 500 millions d'euros d'économie. Ce qui veut dire qu'en moyenne, au minimum, sur toute l'année 2024 qui s'achève, le groupe français Orano, qui est détenu à 90% par l'État français, ce groupe a perdu au moins 1 milliard d'euros, rien qu'au Niger et rien que dans la filière uranium. Or, ce sont de telles décisions qui ont été prises au Mali, de telles décisions qui ont été prises au Burkina. Ce sont de telles décisions qui vont être prises au Tchad. Ce sont de telles décisions qui se préparent au Sénégal. Ce sont ces décisions qui se préparent après la chute de Ouattara en Côte d'Ivoire. Ce sont de telles décisions qui vont être prises, que Biya tombe ou pas au Cameroun. Ce sont ces décisions qui arrivent bientôt au Congo-Brazzaville, qui arrivent au Gabon. Ce sont ces décisions qui arrivent en Guinée équatoriale et qui arrivent en Centrafrique. Ce sont ces décisions qui arrivent au Togo, qui arrivent au Bénin. Ce sont ces décisions qui arrivent, dans toute l'Afrique anglophone. Ce sont ces décisions qui arrivent un peu partout. Les multinationales françaises vont connaître en 2025 d'immenses pertes en raison de décisions politiques orientées par la dynamique de souveraineté qui traverse tout le continent africain. Ces immenses pertes vont se traduire par l'élargissement du trou budgétaire, du déficit budgétaire français. Le déficit budgétaire français va se traduire par la remontée du taux de chômage. La remontée du taux de chômage en France va se traduire par le renforcement des mobilisations populaires contre le régime du président Emmanuel Macron. Le renforcement du mouvement populaire contre le régime Emmanuel Macron va entraîner sa chute. Écrivez ça. On s'achemine en 2025 vers une année de crise énergétique. La baisse des approvisionnements en uranium, approvisionnement en gaz, approvisionnement en pétrole africain va se traduire par une crise du prix de l'énergie, une crise du prix du carburant, une crise du prix de l'énergie qui va rejaillir sur le prix des denrées de première nécessité, c'est-à-dire les prix dans les marchés. Ces prix dans les marchés qui vont aller dans une inflation montante, alors que les salaires, eux, ne sont pas indexés sur cette inflation. Tout cela va provoquer la colère des salariés, la colère des fonctionnaires. Tous les corps sociaux français vont entrer en ébullition. Le président Emmanuel Macron ne va pas reconnaître la France, dont il est devenu président en 2017. En 2025, quand il va regarder la France depuis la fenêtre, il n'aura qu'une seule envie, c'est de la fuir. Écrivez ce que je vous dis. Tilana yom me kalbe, tilana, tilana. Il y a un autre domaine à partir duquel on voit que l'horizon est sombre. C'est le domaine de la géopolitique internationale. Les calculs qui avaient été faits par l'Union européenne, notamment ses dirigeants, et dont les dirigeants français, calculent en faveur d'une victoire contre la Russie dans la guerre russo-ukrainienne. Ces calculs s'avèrent faux. Par conséquent, l'échec de Zelensky va se traduire par une plus grande pression migratoire de la population ukrainienne sur l'Union européenne. Cette pression migratoire arrive sur une Union européenne en crise économique. Ce sera une source d'insécurité, ce sera une source de tension et de friction. On va assister à la montée du racisme blanc anti-blanc. Ici en Europe, le racisme blanc anti-blanc arrive. Les hommes et femmes venus de l'Est de l'Europe, et notamment par la dégringolade de l'Ukraine, ces hommes et femmes vont être l'objet de discrimination ici. Pourquoi? Parce que l'Europe s'avérera incapable de supporter le coût social et économique de ces migrants massifs. La défaite des démocrates américains, qui étaient les principaux alliés de l'oligarchie politico-financière européenne, la défaite de Joe Biden et son remplacement le 20 janvier prochain par Donald Trump, dont la politique est beaucoup plus nationaliste, patriotique, protectionniste, elle va se traduire par le délaissement des Européens qui vont se retrouver orphelins dans le monde. Et encore
encore plus orpheline sera la France. La France sans Joe Biden, sans la politique interventionniste, la politique d'ingérence, la politique d'accaparement, eh bien, typique des démocrates. La France confrontée à un Donald Trump complètement imprévisible et même capable d'être méprisant, va encore voir couper ses ailes à travers le monde. Mieux, sur le plan international, en raison de sa perte d'influence en Afrique, où son armée est complètement délogée. Et je vous le dis, l'armée française va devoir quitter toutes ses bases militaires en Afrique. Elle va quitter ses bases au Gabon. Si ce n'est Oligui Nguema, celui qui va succéder à Oligui Nguema, quand Oligui Nguema va tomber, va appeler au départ des soldats français à Libreville. 2025 est l'année où ça peut arriver. En Côte d'Ivoire, l'année électorale 2025 s'annonce celle de la fin probable du régime Ouattara. Toute opposition qui arrive au pouvoir, que ce soit le président Guillaume Kibafori Soro ou le président Laurent Gbagbo, va décider immédiatement le départ sans délai des bases militaires françaises. C'est ce qui va se passer. Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a déjà annoncé les couleurs. Mais qui dit démantèlement des bases militaires françaises, dit par la suite démantèlement du franc CFA. Car les bases militaires françaises étaient un moyen de chantage pour maintenir les États d'Afrique dites francophones sous les fourches codines de la monnaie néocoloniale du franc CFA. Une fois que les armées françaises ne seront plus avec leurs canons aux portes des palais présidentiels africains, eh bien, les Africains supprimeront le franc CFA. Or, le franc CFA, c'est l'un des mécanismes les plus scandaleux d'escroquerie et d'exploitation financière de l'Afrique. À travers le franc CFA et en utilisant sa planche à billets de chamalière, la France récupérait et récupère encore pour quelque temps des matières premières à vil prix. Elle se payait l'Afrique avec rien du tout. Une fois que la planche à billets de chamalière va être fermée, le trou de la caisse stratégique de la France va devenir non plus un trou, mais un abîme. Ce sera un abîme. La fin du franc CFA va s'accompagner de revendications judiciaires des pays africains. Les 15 pays de l'ancienne zone CFA vont demander à ce que leurs avoirs stockés dans le compte d'opération de la Banque de France leur soit rendu. 2025 est un mois hautement judiciaire. L'Afrique sera dans les prétoires des cours internationales de justice face à la France pour demander la restitution des réserves d'or africaines, la restitution des réserves de change africaines, qui pour beaucoup de pays sont encore dans la caisse des banques de la Banque de France. Les Africains seront obligés d'aller en justice parce que la France en faillite ne pensera pas à leur rembourser leur argent spontané. Ceci va entraîner des tensions diplomatiques incroyables avec des nationalisations massives, justement des biens en compensation du refus de restituer les réserves. Cette affaire des réserves financières, des réserves d'or, du compte d'opération des pays africains en France sera au cœur du débat mondial en 2025. Et c'est alors que la puissance française se verra lâchée par ses compagnes européennes qui ont toujours été jalouses de la France parce que la France avait conservé un avantage financier sur ses anciennes colonies, avantage qui a été perdu par l'Allemagne, perdu par la Grande-Bretagne, par l'Italie, perdu. Souvenez-vous de du fameux discours de Giorgia Meloni dénonçant le privilège français sur les richesses africaines. En 2025, l'Union européenne va se diviser autour de cette question. Elle va demander à la France de rendre aux Africains leur argent pour que les Africains arrêtent de venir mourir dans la Méditerranée pour venir manger un peu de leur argent en Europe. L'argument connu chez les Hongrois, chez les Italiens, il va être généralisé pour dire à la France « Give Africa his money back ». Mais Jacques Chirac l'avait déjà dit, il faut rendre aux Africains un peu de ce qu'on leur a pris si on ne veut pas s'exposer à des pires convulsions. N'est-ce pas? Il faut leur rendre une partie de ce qu'on leur a pris si on ne veut pas s'exposer aux pires convulsions. Voilà comment je vois l'année 2025. Le chamboulement social, économique, le chamboulement géopolitique et géostratégique qui va avoir lieu va ramener la France de grande puissance mondiale à une moyenne puissance européenne. On va assister à un rabougrissement de la puissance française. Alors, que doivent faire les Françaises et les Français? Parce que ce que j'ai dit arrivera. Je leur dis ce que je leur dis depuis plus de 20 ans. J'ai donné des milliers de conférences à travers le monde et à travers la France en particulier depuis plus de 20 ans. Je leur ai dit qu'il fallait repenser la puissance française dans une perspective modeste, humble, une perspective véridique, sincère et fraternelle. Qu'est-ce que c'est que repenser la puissance française? Repenser la puissance française, c'est inventer un modèle d'État français qui puisse se maintenir en équilibre sans une exploitation injuste des autres parties du monde. Donc, il faut entièrement repenser le logiciel de l'État français. Renoncer à penser la puissance française comme une puissance qui doit posséder
les terres des autres. Une puissance qui doit imposer sa monnaie aux autres. Une puissance qui doit imposer les dirigeants aux autres. Une puissance qui doit imposer sa civilisation aux autres. Il faut passer à une puissance de proposition, une puissance exemplaire, une puissance de vérité et de justice. Pour cela, voici le programme qui peut redresser la France. Si les Françaises et les Français qui exercent le pouvoir ou qui exerceront le pouvoir font preuve d'humilité et de sincérité. Premièrement, la décolonisation totale de la France. Ça passe par la restitution de la vérité sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis de la période négrière à la période actuelle par la puissance française. Cette reconnaissance passe par la juridicisation en France de tous ces crimes. La proposition de pistes de réparation comme base de réconciliation future entre la puissance française et les peuples du continent africain, les peuples du continent américain, les peuples des océans Atlantique et Asiatique. Deuxième axe du changement, si les Français veulent connaître des lendemains apaisés, il leur faut passer de la République actuelle, où il y a une oligarchie, un monarque qui est au sommet et qui décide de tout avec son fameux 49-3, à la fédération francophone. Il y a longtemps que la France devrait être une fédération. On ne peut pas avoir la Martinique, la Guadeloupe, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, Mayotte, tout cela, ancienne possession coloniale, à l'intérieur d'une république. Ce n'est pas possible. La formule la plus souple et la plus adaptée, c'est de bâtir une fédération française, avec la plus large autonomie possible pour les États fédérés et une réorganisation de l'État central, de l'État fédéral, en faveur de la reconnaissance mutuelle des peuples de cette fédération française. Donc, ma proposition numéro 2, que j'ai toujours adressée sous les moqueries de mes compatriotes d'adoption les Français, c'est de passer de la République à la Fédération. La France doit passer de la République à la Fédération. C'est ce que lui dicte son histoire. Ayant eu une histoire coloniale, une histoire néocoloniale, ayant constitué ses territoires et son influence mondiale sur cette histoire, la France doit elle-même s'autocritiquer, se débarrasser de ses réflexes impériaux et proposer une formule souple à tous les peuples qui veulent demeurer dans le cadre de ce qu'on appelle la francophonie et dans une communauté de destin avec l'ancien peuple métropolitain. Il faut que cela se fasse dans le respect, dans la compréhension mutuelle et surtout dans un esprit de vérité, de justice et de réparation. Nécessairement, ce processus entraînera la séparation de plusieurs territoires d'outre-mer, de plusieurs départements d'outre-mer de la métropole française. Ceux qui voudront aller à l'autonomie complète, ils y iront. Ceux qui voudront rester dans la fédération française, ils le choisissent. La France doit accepter cela. Permettre à tous ces départements, à tous ces territoires d'outre-mer de prendre la décision en âme et conscience d'adhérer à la fédération française ou d'en sortir. Parce que la République s'avère incapable de faire vivre tous ces gens-là ensemble. La République est une camisole de force qui nie précisément cette histoire coloniale, cette histoire multiculturelle, cette histoire diversifiée de la France. Voilà pourquoi ma deuxième formule, c'est de proposer une constitution fédérale à la France, en lieu et place de l'actuelle constitution républicaine jacobine. Ça fait 2. Troisième élément extrêmement important, il faut une réforme des programmes d'enseignement à l'intérieur de la Fédération française à venir, une réforme des programmes d'éducation des jeunes pour leur faire comprendre, de la manière la plus clair possible, non seulement le rejet du racisme, le rejet du colonialisme, le rejet du néocolonialisme et l'impérialisme, mais la volonté de la France de devenir une puissance qui facilite dans les relations économiques internationales, dans les relations politiques internationales, qui facilite le dialogue des peuples. Merci infiniment à toi, Marco Essoma. Merci de ton geste. Merci infiniment. Il faut cela. Voilà les 3 propositions avec lesquelles j'ai donné des conférences à Bordeaux, à Poitiers, à Limoges, à Nantes, à Lille, à Paris, à Strasbourg, des conférences à Rouen, des conférences à Bruxelles. Voilà les formules avec lesquelles j'ai donné des conférences en Espagne, en Angleterre, même aux États-Unis. J'ai parlé de la nécessité de passer à la Fédération française, sans parler de l'Afrique. Et j'ai toujours dit à mes amis, c'est ainsi qu'en tant que citoyen français d'adoption, je pourrais vous être utile. Aider la France à quitter le racisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'impérialisme avant qu'il ne soit trop tard pour elle. Quand je disais ces choses-là, retirer toutes les bases militaires, supprimer le franc CFA, arrêter d'imposer les dictatures à la tête de l'Afrique, arrêter de harceler les Africains sur leur identité culturelle. On m'a ri au nez en disant que j'étais complètement coupé de la réalité. Quand j'ai dit il faut réformer la République française, j'étais militant ici du Parti socialiste à Mont-Saint-Aignan, ma commune de résidence en Normandie. J'étais militant de la section
pendant 10 ans. Et quand je le disais lors des réunions, tout le monde me regardait en disant « c'est bien gentil tout ça, mais tu sais très bien que ça n'a rien à voir avec la réalité. Jamais on mettra fin à la République. » Aujourd'hui, tout le monde voit bien que la 5e République a atteint ses limites. Tout le monde voit bien qu'il faut une nouvelle formule étatique pour que la France soit viable pour les générations actuelles et futures. Tout le monde voit bien qu'on aurait dû m'écouter, moi, on aurait dû m'écouter. Si on m'avait écouté, il y a plus de 20 ans, on n'en serait pas là aujourd'hui, à devoir s'accrocher sur les bords d'un trou dont les lambeaux tombent sans cesse avec celui qui s'accroche. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Voilà, mes chers amis, ce que je voulais partager à chaud avec vous aujourd'hui. D'abord, pour vous dire que le gouvernement Barnier est tombé. Le gouvernement que le président Macron va mettre en place ce soir va tomber. Et au plus tard, l'année prochaine, la seule question qui brûlera toutes les lèvres en France, ça sera la démission du président Macron. Cette démission ne se fera pas par sa volonté à lui. Lui, il a juré qu'il va s'accrocher au pouvoir jusqu'à la dernière seconde. Mais cette démission, elle s'obtiendra par les mobilisations énormes du peuple français qui va être confronté à des difficultés telles qu'il va exiger à M. Macron de quitter le palais de l'Élysée. Et quand cela arrivera, M. Macron partira. Et vous vous souviendrez qu'un 5 décembre 2024, je vous l'ai dit. Alors, je finis quand même par une note un peu métaphysique de tout ceci. Je vous avais dit que l'Afrique était entrée dans l'ère du Verseau et le monde tout entier. C'est une ère qui est caractérisée par le redressement des torts, par la loi cosmique unique et multiple qui régit tous les phénomènes. L'ère du Verseau est caractérisée par l'accélération de la balance des paiements du karma. L'ère du Verseau est celle du boomerang rapide. L'ère du Verseau, à l'ère du Verseau, tout se passe comme si, la justice qui gère le cosmos, comme si le Tout-Puissant donne des instructions pour que, depuis les entités les plus puissantes qui vivent dans la contemplation de sa magnifique image, jusque dans les entités les plus basses, l'univers soit à jour. On est dans cette période-là. Et il ne faut pas se tromper d'époque. Nous sommes à une période où les conséquences vont vite. Les conséquences répondent très vite aux causes. Alors qu'au XXe siècle, dans les siècles précédents, vous avez observé comme un ralentissement de l'histoire. Vous avez observé comme une tendance de l'histoire à patiner. Là, ce que vous observez, c'est quoi? C'est une accélération exponentielle de l'histoire. Les choses vont très vite. Elles vont très vite parce qu'un monde nouveau est en train de naître des décombres du monde ancien. C'est quoi le monde ancien? C'est l'hégémonie de l'Occident. Le temps de la domination de la planète par l'Occident a pris fin. Et tout ce que vous voyez n'est rien d'autre que l'accélération de cette fin. Le déclin de l'Occident se manifeste désormais par sa chute. Mais est-ce qu'il y a une puissance qui, comme l'Occident, va désormais dominer le monde? Est-ce qu'il y a une puissance qui va exercer une domination comparable à celle de l'Occident? Non. Nous n'allons pas vers la domination de la planète entière vers une puissance. Vous voyez très bien plutôt net plusieurs pôles de puissance. On a le pôle asiatique avec la Chine, le pôle européen avec la dualité entre la Fédération de Russie et l'Union européenne de l'autre côté. On a le pôle, bien sûr, nord-américain, qui n'est pas complètement intégré au pôle européen, surtout sous la présidence d'un Trump. On a le pôle latino-américain, qui est en train de se constituer. On a le grand pôle africain, dont l'Alliance des États du Sahel constitue l'embryon décisif. Ce n'est pas l'Union africaine qui est l'embryon décisif de la puissance africaine. L'embryon décisif est au Sahel. Ce sont les 3 électrons puissants de la conscience africaine contemporaine, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui constituent la molécule de base de la puissance africaine, à laquelle vont peut-être s'agréger bientôt le Tchad, le Togo, la Côte d'Ivoire, la Guinée, peut-être le Sénégal. Tout cela va arriver. Vous allez assister à la naissance d'une très grande puissance africaine au cœur de l'Afrique, et notamment à partir de l'axe sahélien. Ayez cette capacité. Restez dans l'observation du monde sur le plan long. Restez dans l'observation des grandes tendances du monde. Et vous comprendrez que nul ne peut impressionner les Africains en leur disant que leur bataille actuelle pour la souveraineté, pour la prospérité partagée des Africains et pour la dignité ne porteront pas de fruits. Tous ceux qui vont s'attaquer aux Africaines et aux Africains qui servent cette cause juste vont se mettre sur la route du karma. Je vous invite à constater ce qui arrive en particulier à ceux qui ont décidé de me persécuter, à tous ceux qui ont décidé de nous persécuter, nous les Africains, qui ne luttons pas pour dominer le monde, mais qui luttons pour entrer dans une relation fraternelle, égalitaire et libre avec tous les êtres humains. Regardez ce qui leur arrive. Regardez très bien ceux qui s'attaquent à nous, ceux qui nous traquent, ceux qui nous persécutent. Regardez bien ce qui leur arrive. Et je vous invite à noter que les conséquences leur tombent dessus plus vite que prévu. Prenez seulement le mois de novembre qui est passé. Regardez ce qui est arrivé à toutes les puissances, agglutinées autour de la puissance française. Regardez seulement ce qui leur est arrivé en novembre. Regardez ce qui leur arrive en décembre. Et notez, plus ils persécutent les Africains, qui plus est les Africains en Europe, plus ils vont perdre les avantages qu'ils ont
accumulé en Afrique. Et comme ils ont accumulé plus d'avantages en Afrique que les Africains en ont accumulé en Europe, les grands perdants de ce déclin rapide et brutal, eh bien, ce sont les oligarques financiers industriels, c'est la bourgeoisie française, c'est la bourgeoisie occidentale qui va sortir grandement perdante de cette politique aveugle, brutale, inhumaine, cynique, sadique envers l'humanité en général et l'Afrique en particulier. Hier, ils se sont attaqués à mon compte X sur Twitter, qui jusqu'ici m'est inaccessible depuis hier. Plus de 233 000 abonnés sur ce compte X. Nyamsi wa Cameroun wa Africa, @Franklin. Pourtant, c'est un compte certifié. Je vous dis que j'étais en train d'écrire et de publier quelque chose dessus quand je me suis rendu compte que je ne pouvais plus accéder au compte. Donc, nous allons mener toutes les batailles nécessaires. Nous n'en craignons aucune. Elles sont toutes nécessaires pour nous faire respecter, nous, Africains, en lutte contre l'injustice. Nous allons les mener crânement. Nous attendons, bien sûr, en ce qui me concerne, le 19 décembre prochain, la décision de la juge du tribunal de Rouen, où un procureur, aux ordres de Macron, a proposé que nous soit infligée une peine de soi-disant 6 mois de prison avec sursis pour avoir réceptionné les dons que les Africains nous ont donnés. Le crime que j'ai commis, c'est d'être aimé par vous. Et M. Macron a ordonné à un procureur, à Rouen, un substitut du procureur, après que l'affaire a été classée sans suite par un procureur, Madame la procureure Corinne Gérard, M. Macron a ordonné à un substitut du procureur, une certaine Madame Aliénor Darigo, il lui a demandé de réouvrir le dossier et de demander qu'on me condamne. Je vous prends à témoin, rien que sur ce dossier, vous allez voir ce qui va leur arriver s'ils se hasardent à me condamner pour une faute, une infraction que je n'ai pas commise. Vous allez voir. Et rien que sur mon dossier, vous allez pouvoir tester la puissance de la loi karmique dont je vous ai parlé. D'accord? Voilà. Je vous remercie, mes chers amis.